please rise. Voilà. Et en clôture de cette deuxième édition du Paris Defense and Strategy Forum, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Général Giraud, Major général des armées. Merci. À tous, bonjour. Pour les militaires, repos, asseyez-vous, je vous en prie. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Messieurs les chefs d'état-major d'armée, monsieur le général de Courrèges, président de l'Acadème, mesdames et messieurs, en vos noms, grades et qualités, c'est pour moi d'abord une grande joie, mais aussi un peu une grande surprise, puisqu'en fait, je suis désolé, mais le chef d'état-major des armées est retenu par ailleurs et il m'a demandé de bien vouloir conclure avec vous les travaux de cet après-midi. Alors je les conclurai avec humilité, parce que j'imagine que tout le temps que vous avez consacré, les différentes tables rondes auxquelles vous avez participé, les différentes interventions, feront que peut-être qu'une partie de mes propos vous sembleront fades après tous ces temps de réflexion. Et je ne doute pas que nous pourrons bénéficier de l'expérience qui aura été glanée et des travaux qui ont été conduits pendant ces quelques jours ici à Paris au PDSF. Je salue bien sûr ceux qui nous écoutent dans d'autres salles et je ne doute pas que nous aurons encore beaucoup à partager autour des travaux qui ont été conduits. Mais je veux d'abord adresser toutes mes félicitations au général de Courrèges et à ses équipes pour le magnifique travail qui a été réalisé, pour ce défi qui a été relevé collectivement et dont je sais la qualité et l'engagement qui a été le vôtre. Et à toi, Hervé, et à tes équipes, un grand merci infiniment. Je salue d'ailleurs au passage le fait que cet événement a permis de réunir 33 chefs d'état-major de l'OTAN, de l'UE, pour parler d'Ukraine. Et cela prouve que ce lieu et cet événement va devenir un des endroits majeurs où on pourra parler réflexion stratégique sur le continent européen. Alors, comme je vous le disais avec beaucoup d'humilité, je vais partager avec vous la vision des armées sur leur environnement d'aujourd'hui et puis j'essaierai de vous ouvrir un certain nombre de pistes sur la manière dont nous souhaitons relever les défis auxquels nous sommes confrontés et dont nous mesurons bien à quelle vitesse ces défis arrivent vers nous. Tout d'abord, je vais partager avec vous notre appréciation de situation sur l'environnement stratégique. Cet environnement stratégique est d'abord marqué par des évolutions majeures et nombreuses. La première évolution majeure, c'est que nous voyons la sédimentation des crises. Jusqu'à présent, les crises se succédaient. Aujourd'hui, elles se superposent sans s'annuler. Nous avons passé des décennies à lutter contre le terrorisme. Ce terrorisme n'est pas mort, en dépit du fait que de nouvelles crises sont survenues et nous les connaissons bien jusqu'à présent. La deuxième évolution majeure, c'est que jusqu'à présent, la France, mais également une grande partie de ses alliés, étaient impliqués dans des conflits qui relevaient de conflits lointains, voire de conflits que je qualifierais de choix. Cela n'enlève pas, la dureté des combats à laquelle étaient confrontés ceux qui y participaient, aux enjeux bien sûr géostratégiques que représentaient ces conflits, mais probablement qui ne représentaient pas un enjeu majeur pour l'avenir de ceux qui s'y impliquaient. C'était, et je le ferai de manière un peu simpliste, des conflits lointains et plutôt choisis. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des conflits qui se rapprochent, qui sont, comme vous pouvez l'imaginer, comme nous le voyons aujourd'hui sur le continent européen, qui sont des conflits qui nous sont imposés. Et ces conflits qui sont imposés, vient s'y ajouter l'intensité des combats. Bien sûr que nos soldats, lorsqu'ils étaient déployés en Afghanistan, étaient à titre individuel confrontés à des combats d'une intensité forte pour celui qui y participait. Mais néanmoins, ça n'était pas à l'échelle d'une nation ou à l'échelle d'un continent, comme nous voyons aujourd'hui. Et donc, cette augmentation de l'intensité est un des marqueurs majeurs des évolutions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui.
Et puis, dernière évolution majeure, c'est pour utiliser ce terme clausewitzien du brouillard de la guerre, eh bien, c'est qu'il y a une évolution du brouillard de la guerre, ou du moins un transfert de ce brouillard de la guerre. Le brouillard de la guerre, jusque dans les années récentes, se trouvait sur le terrain. En clair, c'était le combattant qui avait à faire face au brouillard du champ de bataille. Aujourd'hui, grâce à un certain nombre de technologies qui vont galopantes, qui sont accessibles même par des organisations qui sont peu fortunées ou peu technologiques, eh bien, le champ de bataille est devenu quasiment transparent et la difficulté devient de plus en plus grande de ménager une des sources majeures de la victoire au combat, c'est-à-dire la surprise. À l'autre bout du spectre, sur le plan stratégique, eh bien, jusqu'à il y a encore quelques décennies, les pays se déclaraient la guerre. Ils se parlaient par voie de traités, ils négociaient. On pouvait voir des manœuvres diplomatiques. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce qu'il y a l'hybridité partout. Il y a bien sûr la guerre informationnelle. Il y a des intentions toujours extrêmement difficiles à dévoiler lorsque l'on lit ou que l'on essaye de lire ce que font les dirigeants politiques ou les dirigeants de tel ou tel groupe qui s'impliquent dans les conflits où nous nous trouvons. Eh bien, il n'y a donc plus de transparence de niveau stratégique et c'est cette incertitude liée à cette opacité stratégique qui conduit aujourd'hui nos sociétés démocratiques, transparentes par nature, ouvertes, à s'interroger sur la manière dont elles doivent faire face aux conflits que nous voyons aujourd'hui. Donc ce transfert de la transparence du champ de bataille me semble un élément fondamental. Dans ces évolutions, il y a 4 marqueurs qui sont absolument fondamentaux à souligner. Le premier marqueur, c'est la dynamique de la force. Nous notons partout dans le monde eh bien, une désinhibition du recours à la force. C'est bien sûr la raison du plus fort qui est de redevenue, soi-disant, la meilleure. Et donc pour régler un différend, eh bien, on n'hésite plus à avoir recours à la force. Et on peut le voir aujourd'hui dans les différents conflits qui sont sous nos yeux. On a aujourd'hui 2 conflits de haute intensité qui se déroulent sous nos yeux, un au Proche et Moyen-Orient, un en Europe, et puis un latent qui est plutôt dans le Pacifique. Eh bien, ce qui est notable, c'est que la puissance de feu, la désinhibition de la force sont des caractéristiques de ces champs de bataille et qui s'accompagnent mécaniquement par une augmentation et une volonté d'augmentation, en tout cas, de la force qu'on peut déployer sur ces différents théâtres d'opération. Le deuxième marqueur, c'est bien sûr, et c'est quasiment un corollaire, c'est la récusation du modèle occidental. Plus exactement, c'est la récusation de la capacité des nations à pouvoir échanger, à pouvoir s'inscrire dans un cadre plus général de l'ordre international qui permettait jusqu'à présent de trouver un équilibre et à trouver une solution aux crises. Aujourd'hui, ce que certains cherchent à imposer, c'est un ordre alternatif avec, bien sûr, des contours qui sont en fait qui peuvent être lus quasiment en symétrique de ceux qui avaient été mis en place à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. De fait, les organisations internationales ne parviennent plus à jouer leur rôle d'atténuateur. On le voit à travers les conflits que nous connaissons tous, mais l'exemple même, c'est le blocage, souvent, que l'on rencontre au sein d'organisations comme les Nations Unies, mais également l'Union africaine, tous ces grandes structures internationales qui permettaient, en tant que lieu de négociation, lieu de discussion, d'atténuer les crises. Cette récusation du modèle occidental va perdurer et il n'y a pas de marqueur laissant à penser que les choses devraient changer sur un temps plus court. Troisième marqueur, c'est bien sûr la puissance de l'information. Nous sommes toutes et tous confrontés chaque jour à travers nos téléphones portables, à travers la perméabilité de nos sociétés, eh bien, à l'impact de la guerre informationnelle qui se livre chaque jour sur nos réseaux, qu'ils soient sociaux ou qu'ils soient de réseaux d'information plus normaux. Bien sûr, nous savons tous, l'objectif de nos compétiteurs, c'est d'agir sur les perceptions. Parce que nous mesurons que chaque individu est évidemment
avec son histoire, avec son expérience, avec son futur, avec la manière dont il conçoit la vie dans sa société, eh bien, perméable est une cible en tant que telle et qu'aujourd'hui, les outils technologiques nous permettent d'atteindre, ou en tout cas permettent à nos compétiteurs d'atteindre chacun d'entre nous et de faire chacun d'entre nous, eh bien, éventuellement, un instrument au profit d'une politique plus globale. On l'a vu à travers les différentes manipulations d'élections dans les pays que nous connaissons tous. Plus récemment, évidemment, en Roumanie, nous le savons tous. Et cette guerre de l'information va se poursuivre. Et pour y répondre, un des enjeux majeurs sera dans les années à venir, mais sur un temps très court, c'est d'être capable d'éduquer les citoyens des nations libres à comprendre jusqu'où elles peuvent être attaquées dans leurs propres convictions par le biais de l'information. Enfin, quatrième marqueur, qui est également flagrant et dont on voit également l'accélération, c'est le changement climatique. Nous avons tous, bien sûr, en tête les ravages qui ont été provoqués sur l'île de Mayotte, que nous connaissons tous. Eh bien, ces changements climatiques vont en s'accélérant et les conséquences de ces changements climatiques sur les crises dans le monde sont un des marqueurs importants que nous voyons dans les crises. Et c'est donc ce changement climatique qui va accroître, qui est une sorte de catalyseur de chaos. Et souvent, d'ailleurs, dans le champ informationnel, l'Occident est accusé d'en être à l'origine. Ces 4 marqueurs, ainsi que les évolutions que je vous ai décrites de la conflictualité, ont conduit les armées françaises à revoir la grille de compréhension de la conflictualité. En effet, et ça a été la manière dont la génération à laquelle j'appartiens a été formée, nous étions formés sur une logique de linéarité de paix, crise, guerre. Cette linéarité, en fait, est terminée. Elle est terminée parce que les évolutions que je vous indiquais, à la fois et les marqueurs que je vous indiquais, font qu'il n'y a plus de choses parfaitement claires qui permettent de passer de la paix à la crise, à la guerre. C'est la raison pour laquelle le général Burckhardt a développé ce concept de compétition, contestation et d'affrontement qui probablement est le mieux à même de donner la lecture la plus complète de la conflictualité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. La compétition, je crois que c'est aujourd'hui le mode normal d'expression. Nous sommes chaque jour en compétition évidemment dans les champs militaires, mais également dans les champs politiques, sociaux, économiques, et j'irai plus loin également, même dans les champs culturels. Cette compétition est permanente, constante, et elle se fait déjà sur tous les secteurs que je décrivais. C'est en fait tout simplement la guerre avant la guerre qui se déroule sous nos yeux. Et bien sûr, nous le savons, la compétition, lorsque un adversaire, un compétiteur sent qu'il peut tirer un avantage, eh bien, va rentrer dans une logique plutôt de contestation en transgressant, et c'est le deuxième volet, en transgressant les règles communément admises pour essayer de gagner un avantage qu'il pourra avoir à tel ou tel moment. Notre responsabilité, pour ce qui concerne les armées, c'est de contribuer à lever l'incertitude et de voir le moment où, en fait, un de nos compétiteurs est rentré dans une phase de contestation et pour lequel nous devons l'empêcher d'imposer le fait accompli. Je crois que cette politique du fait accompli, mais qui rejoint ce que j'évoquais au départ, c'est-à-dire la désinhibition dans l'usage de la force, eh bien, nous devons, pour ce qui concerne les armées, empêcher l'imposition du fait accompli ou le franchissement de lignes rouges, même si nous le savons tous, la notion même de ligne rouge mérite d'être visitée ou au moins revisitée. La contestation, pour la résumer, c'est en fait la guerre juste avant la guerre. Cette guerre juste avant la guerre peut parfois ne pas suffire pour certains. Et on le voit bien sûr en Ukraine, l'affrontement peut être considéré par tel ou tel compétiteur comme un moyen d'arriver à ses fins s'il n'y est pas parvenu par la compétition ou la contestation. C'est donc la guerre. Et ce recours à la force, nous devons, les armées occidentales en particulier, être capables d'en détecter les signaux faibles et être capables, avec des moyens de renseignement performants, autonomes, résilients, être capables d'avoir l'appréciation de situation la meilleure
pour comprendre le moment où on bascule dans l'affrontement. Et en dépit de cette transparence tactique du champ de bataille que je vous décrivais, l'opacité stratégique est un défi majeur pour nos services de renseignement pour comprendre le moment où l'on a basculé dans l'affrontement. Poser cet environnement stratégique, ainsi que les marqueurs que j'identifie, ainsi que cette nouvelle grammaire de la conflictualité, eh bien comment les armées françaises répondent à tout cela et quelle est la stratégie militaire générale des armées françaises. Avant toute chose, une ambition. L'ambition des armées françaises est d'abord de gagner la guerre avant la guerre, c'est-à-dire être en permanence capable de détecter les signaux faibles que j'évoquais, tout en étant apte à s'engager dans un affrontement de haute intensité. Et c'est exactement cela à quoi nous nous préparons, même si nous n'avons jamais abandonné cette possibilité, même si nous étions pendant plusieurs décennies dans des opérations que je qualifierais de lointaines et de choisies, comme je l'indiquais au début de mon propos. Cette capacité à se préparer à l'engagement de haute intensité, c'est l'essence même du métier militaire. Et bien sûr, nous le savons tous, il y a cette nécessité de prise de risque qui va rester et qui doit rester, en dépit du fait que nous avons dans nos sociétés une capacité à prendre des risques de plus en plus déclinante. Parce que l'idée, c'est d'objectiver de plus en plus la prise de risque. Cette prise de risque doit rester au cœur de notre capacité à nous préparer à la guerre de haute intensité. Et cette prise de risque doit s'accompagner en permanence de la démonstration de notre crédibilité opérationnelle par les exercices majeurs que nous conduisons, par les déploiements que nous conduisons, par les démonstrations technologiques que nous faisons. Et puis, nous devons être également capables de montrer en permanence notre détermination. Et je reviens sur ce que je vous disais à l'instant. À aucun moment, nous ne devons laisser à nos adversaires la capacité à faire du fait accompli. Nous empêcherons le fait accompli. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. L'impératif maintenant. L'impératif pour nous, parce que c'est le cœur même du rôle des armées françaises, c'est de sanctuariser notre cœur de souveraineté. En résumé, bien sûr, notre mission première, c'est de protéger le territoire national, en métropole comme dans les Outre-mer, et dans tous les milieux, qu'ils soient physiques, terre, air, mer, mais aussi cyber et espace, ou dans les champs immatériels, comme l'information et l'espace électromagnétique. Pour cela, et je l'ai déjà évoqué, nous devons avoir une appréciation autonome de situation, ce à quoi nous nous employons en permanence, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons et nous allons continuer à investir dans l'espace, parce que c'est principalement à partir de l'espace qu'on sera capable d'avoir cette appréciation de situation autonome. Et puis, bien sûr, pour défendre notre cœur de souveraineté, nos armées et notre défense continuera et continue de s'appuyer sur une dissuasion nucléaire crédible, autonome et totalement indépendante. C'est le cœur du cœur de ce que font les armées françaises et nous continuerons à le faire. C'est d'ailleurs ce qui est aujourd'hui inscrit dans la loi de programmation militaire. C'est un renouvellement intégral de nos composantes aéroportées et maritimes qui sera réalisé dans la décennie qui vient. Enfin, notre cœur de souveraineté, et on pourrait d'ailleurs commencer par cela, ce sont les hommes et les femmes qui servent nos équipements. C'est le cœur du cœur, c'est la prunelle de nos yeux. Et nous allons continuer à recruter, former, fidéliser celles et ceux qui nous rejoignent parce qu'ils sont celles et ceux qui nous permettent de tenir les armes que notre pays nous a confiées. Cette remarque faite, cet impératif noté, comment se décline notre stratégie? Tout d'abord, elle se décline sur un premier axe de cohésion nationale. Nous voyons bien à quel point il est fondamental et à quel point les armées françaises ont un rôle à jouer majeur dans la cohésion nationale. D'une part, parce que les armées recrutent, le ministère des Armées recrute chaque année 26 000 jeunes hommes et jeunes femmes, ce qui est absolument
colossal si on le replace à l'aune d'une classe d'âge environ 750 000 jeunes. Cette cohésion nationale, elle vise aussi, bien sûr, à renforcer le lien armée-nation. Ça n'est pas que du recrutement, c'est la volonté d'aller au contact d'une jeunesse pour lui faire prendre conscience de la fragilité, de la paix dans laquelle nous vivons et des enjeux qui sont devant nous tous de manière collective. Donc ce lien armée-nation est au cœur de la manière dont nous allons travailler dans notre cohésion nationale. Ça passe par plusieurs exemples. L'armée de l'air a ouvert des escadrilles Air Jeunesse. Nous avons ouvert de plus en plus de stages de 3e. Et puis, bien sûr, ce sont les préparations militaires que chacune des armées conduit à son niveau et dans son domaine. Actuellement, des réflexions sont en cours, puisque, vous le savez tous, en France, il existe, depuis la suspension du service national, une journée défense et citoyenneté. Sur un durcissement de cette journée défense et citoyenneté est en cours. Quand je dis durcissement, c'est toujours le temps tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est-à-dire sur une journée, tous les jeunes d'une classe d'âge se retrouvent ensemble au même endroit, plutôt dans des établissements militaires, mais pas uniquement, avec une partie d'encadrement militaire, mais également de la gendarmerie nationale, même si les gendarmes sont des militaires, mais en tout cas, ils ne sont pas dans le ministère des Armées. Donc, ce contact avec la jeunesse est présent, il va se poursuivre, et il va avoir comme vocation de donner davantage de liens avec les armées au cours de cette JDC qui va être donc modifiée et qui va donc donner ses premiers fruits dès le 2e semestre de cette année. Et puis bien sûr, dans ce chemin sur la cohésion nationale, la réserve va jouer un rôle majeur, puisque la réserve a été bien sûr toujours au cœur de ce que les armées ont conduit, mais une impulsion nouvelle a été donnée avec la loi de programmation 2024-2030, puisqu'il a été établi que l'objectif était d'avoir un réserviste pour 2 d'actifs. Et donc ce mouvement est en route pour atteindre un objectif d'environ 80 000 réservistes à l'horizon 2030, puis environ 105 000 réservistes à l'horizon 2032-2033, avec une part de réservistes qui sont des gens qui ont quitté récemment le service actif, et puis des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, avec des profils très divers, qui vont venir apporter leur contribution de citoyens à la défense de leur pays. Et ce travail est en cours de renforcement, et nous allons poursuivre ce mouvement, ainsi que l'a lancé le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Donc, premier volet de notre stratégie militaire générale, c'est la cohésion nationale. Le deuxième grand volet, c'est la solidarité stratégique. En résumé, c'est la lucidité. Nous ne sommes plus à des époques où il y avait en permanence, dans les effectifs des armées françaises, des centaines de milliers de jeunes. Et que la France, pendant de nombreuses années, avait une vision peut-être un peu solitaire. Aujourd'hui, il est indéniable qu'il n'y a aucune opération qui est conduite ou qui sera conduite sans qu'il y ait une coalition constituée. Il peut y avoir une notion de nation cadre, et c'est bien ce à quoi la France va continuer à travailler pour faire partie des nations européennes capables d'être nation cadre, pour agréger des partenaires et des alliés pour conduire une coalition, qu'elle soit d'ailleurs ad hoc ou dans un cadre plus large comme les Nations Unies ou l'OTAN, mais en tout état de cause, ça fait partie des choses que nous voulons mener, c'est la capacité permanente à être nation cadre dans tous les milieux d'ailleurs. C'est en fait à travers une coalition qu'on a un véritable levier d'action militaire ou non militaire d'ailleurs, puisque chacun peut apporter des éléments que l'autre n'a pas. Parce que, et je vous évoquais la construction de coalition à travers ce que nous sommes en train de faire, et d'ailleurs la réunion qui s'est tenue récemment ici à Paris au musée de la Marine, pas loin d'ici, répond complètement à cette logique-là de construction de coalition. Mais cette coalition, elle ne s'arrête pas aux armées, elle est également, si ce n'est sous ce terme de coalition, en tout cas, elle s'appuie également sur un certain nombre de travaux interministériels ici en France,
Et aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer sur une capacité, ce qu'on appelle des stades de défense, c'est-à-dire être capable, en fonction de la crise, de monter une échelle qui va de 5 à 1, qui permet, au fur et à mesure où la crise s'accroît, de mobiliser telle ou telle partie de la société. Donc ce sont des travaux qui sont en cours, bien sûr, avec le SGDSN et que nous allons poursuivre. Cette cohésion nationale, cette solidarité stratégique ne seront rien sans la crédibilité opérationnelle. Et c'est le troisième et dernier volet de notre stratégie militaire générale. Cette crédibilité opérationnelle, je l'ai déjà évoqué, elle s'appuie bien sûr sur des démonstrations, sur la détention de capacités, d'armes, de munitions, mais également d'hommes et de femmes pour les servir. Cette crédibilité opérationnelle, elle va s'appuyer sur un certain nombre de choses. La première, et je pense qui est essentielle, c'est d'être capable de nous adapter en permanence, puisque nous sommes dans l'imprévisibilité, nous avons l'impérieuse nécessité de nous adapter en tout lieu et en toutes circonstances, parce que l'adversaire, le compétiteur auquel nous sommes confrontés, eh bien, n'utilisera jamais les mêmes manières de faire en fonction des zones géographiques ou bien des moments auxquels nous serons confrontés à lui. Les armées sont donc en transformation permanente. Transformation, bien sûr, en termes RH. Les trois armées, Marine nationale, Armée terre et Armée de l'air et l'espace, ont conduit et conduisent actuellement des transformations en profondeur pour intégrer de nouveaux équipements, pour intégrer des retours d'expérience de ce que nous voyons aujourd'hui sur le terrain. C'est valable, bien sûr, parce que les années 2010 à 2020, qui étaient très dédiées aux opérations extérieures et donc très marquées par la lutte contre le terrorisme et en même temps par des transformations profondes liées à des réductions drastiques d'effectifs, on s'était réorganisé et peu à peu une forme de divergence en ce qui relevait des opérations et de l'organique s'était fait de jour. Et donc nous travaillons à ce rapprochement permanent entre ce que nous appelons les opérations et l'organique, avec une volonté ferme de l'état-major des armées d'être capable de transférer une partie de ses responsabilités à des échelons opératifs. On le voit actuellement, et en tout cas c'est un travail qui va se poursuivre. Les armées appellent également une véritable révolution dans les affaires capacitaires. Cette révolution dans les affaires capacitaires, elle prend plusieurs volets. Le premier volet, c'est d'abord que les armées soient capables d'exprimer un besoin qui soit un juste besoin et pas une volonté d'ingénieur ou une volonté d'atteindre une perfection qui serait, une, extrêmement coûteuse et deux, qui ne nous permettrait pas de disposer des moyens dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin, en particulier parce que la menace est aujourd'hui grandissante. Le deuxième grand volet de cette révolution des affaires capacitaires, c'est d'être capable d'avoir davantage de flexibilité dans la manière dont nous processons les programmes d'armement, et ça c'est un travail que nous conduisons de concert avec la Direction générale pour l'armement. En résumé, un sous-marin nucléaire d'engin, enfin le process pour acquérir un sous-marin nucléaire d'engin ne doit pas être le même que celui qu'on utilise pour acheter des drones low cost dans des délais contraints. Je n'oublie pas bien sûr dans ces process les nombreuses normes dont on peut se demander parfois si elles ne sont pas l'œuvre de nos compétiteurs. Mais il faut lever un certain nombre de normes et cela fera partie bien sûr des réflexions et des choses que nous poserons sur la table dans les travaux sur le réarmement en cours. Bien sûr, nous savons tout ce qu'il peut y avoir derrière, les normes à caractère environnemental, de temps de travail, de marché public, tout cela, nous mesurons bien à quel point eh bien, cela peut constituer, pour un certain nombre d'équipements, pas pour tous, un frein qu'il convient, si ce n'est de lever, au moins d'adapter. Enfin, il y a la répartition du risque. La répartition du risque, c'est d'abord accepter l'échec. Il est certain que ces dernières années, nous avons pris une culture dans laquelle l'idée n'était probablement de réduire le risque au maximum,
souvent pour des raisons budgétaires, mais parfois également parce que les spécifications qui étaient posées étaient telles qu'elles nous obligeaient à avoir un certain degré d'excellence qui était probablement trop importante. Et donc cette prise de risque entre l'État et les industriels, c'est aussi un sujet qui va venir, sans oublier que sur le long terme, nous avons également bien sûr un sujet de soutenabilité, puisque le réarmement qui est en cours, qui va probablement encore d'ailleurs connaître des évolutions sous la pression des événements que nous connaissons tous, en tout cas ce réarmement doit être piloté, priorisé et doit rencontrer des capacités à produire ce qui a été commandé, ou du moins ce qui a été imaginé avec ce que nous appelons de nos voeux, en tout cas dans les armées et avec les armées, c'est au moins du good enough. Voilà, pour conclure, je voudrais dire 3 choses. La première, c'est que face à cette accélération du monde, avec cet accroissement des crises qui se succèdent, eh bien, nous devons avoir confiance dans nos valeurs et confiance en nous-mêmes. C'est probablement aujourd'hui ce qui sera la clé, ou ce qui doit être la clé dans notre capacité à faire face à nos compétiteurs. Et avoir confiance, vous le savez tous, la confiance, ça ne s'impose pas, ça se crée. Et cette confiance, elle passe d'abord par la compréhension de qui sont nos compétiteurs. Ne surestimons pas nos compétiteurs. Nos compétiteurs ont d'énormes failles. Nos compétiteurs vivent dans des sociétés où la liberté n'est pas la même que la nôtre. Et sur le long terme, c'est toujours la liberté qui gagne. En revanche, si nous n'avons pas confiance en nous-mêmes, si nous n'avons pas confiance dans notre capacité à prendre des risques, si nous n'avons pas confiance dans notre capacité à nous opposer à ce que feraient nos compétiteurs, eh bien, nous avons d'ores et déjà donné la victoire à nos compétiteurs. La deuxième chose que je voudrais dire en conclusion, c'est que cela paraît très simple, mais c'est essentiel. Il vaut mieux prévenir les crises que les gérer. Et que le repli sur soi, la défensive ne sont jamais de bons conseillers. Nous savons tous qu'en opération, et là je parle en tant que militaire, même si vous devez encaisser le premier choc, et que sur le premier choc vous êtes dans un mode défensif, vous remporterez la victoire sur votre adversaire si à un moment ou à un autre, vous reprenez l'ascendant, et pour reprendre l'ascendant, il faut être offensif. Donc, pour prévenir les crises, eh bien, préparons-nous à être en mesure de reprendre l'offensive, et ça me semble absolument essentiel pour que nous ne soyons pas soumis à prendre des coups, et nous ne prendrons pas des coups. Enfin, et c'est directement lié, c'est la prise de risque. Je vous appelle à prendre des risques. Une phrase bien connue, seule l'inaction est infamante. Nous ne devons pas être dans l'inaction. Et nous devons donc être prêts à prendre des risques. Et je crois que c'est ce qui a été fait pendant ce Paris Defense and Security Forum. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.